Les gars, dernière vidéo, un peu plus sérieuse. Donc là, on va réacter à ça. Pourquoi le travail moderne n'a aucun sens? Déjà dans le chat, qui travaille? Bon, vous êtes tous au chômage. Il n'y a que des cassos là, de toute façon, il n'y a que des gens qui travaillent pas, qui n'ont pas de meuf. Est-ce que vous avez un pouvoir d'achat, oui ou non? Moi. À part toi, Boucansan, mais en même temps, t'es le seul à m'envoyer des dons et des bits. Toutes les personnes qui disent moi, si vous avez un travail, c'est que vous avez un salaire. Si vous avez un salaire, c'est que vous pouvez me faire des dons. Ah, je vous ai eu, hein. En vrai, faites ce que vous voulez. Le travail moderne est en pleine crise. Depuis quelques années, les problèmes de santé mentale explosent. Les arrêts maladie sont de plus en plus nombreux et des termes comme burn-out, bore-out ou même brown-out font leur apparition pour tenter de décrire. Brown-out, c'est quoi ça les gars? Vous connaissez? Burn-out, je connais. J'ai fait un burn-out, donc je sais ce que c'est bon. Par contre, brown-out, je connais brownies. Tant bien que mal ce malaise généralisé. Le problème est en train de prendre une telle ampleur qu'il ne touche pas seulement les emplois de bureau ou les fameux bullshit jobs. Non, tout le monde est concerné. Tu travailles dans quoi? J'ai fini de travailler il y a moins d'un mois, je bossais dans les assurances. Et j'ai fini en burn-out, parce que j'étais exactement comme ces gens-là. Alors, j'étais pas en costard, ça c'est pas vrai. J'étais un peu comme dans cette situation-là, entouré de gens, au téléphone, les gens sont stressés, ça parle autour de toi, le mec qui est au téléphone, il t'insulte parce qu'il est pas content, parce que les assurances augmentent, et puis voilà, c'était ça. Me faire insulter au téléphone, pour ensuite venir sur Internet pour me faire insulter sur Internet. C'était incroyable. Aujourd'hui, je me fais insulter que sur Internet, donc ça va. Quelle que soit la génération ou le type de métier exercé, la perte de sens est collective. Les soignants passent plus de temps à remplir des dossiers qu'à véritablement soigner, les profs font plus de la gestion de classe que de la transmission de connaissances, les flics doivent respecter leurs quotas, les juges des objectifs chiffrés, les agriculteurs se tuent à la tâche pour nourrir le pays, et les employés de bureau, pendant ce temps, enchaînent les réunions inutiles, les forwards, les calls, les praises et les clics au hasard pour remplir des fichiers Excel que personne ne lira. C'est exactement ça. Et quand je bossais, je vous jure les gars, j'avais mon casque comme ça, mon téléphone à côté, puis à un moment donné, tu sais, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, au bout d'une année, j'enlève mon casque et je regarde autour de moi comme ça. Je vois des gens stressés, des gens qui gueulent, des téléphones qui sonnent de partout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? À quel moment de ma vie, je me suis dit, tiens, je vais aller là-dedans. Qu'est-ce que je fous là? Et quand tu commences à te poser des questions comme ça, et que tu continues là-dedans parce que t'as pas le choix, parce que financièrement, bah, il faut quand même que tu puisses manger, ou nourrir tes gosses, et ben je peux vous dire que c'est pas facile. Tous les matins quand tu dois aller bosser dans une ambiance pareille, où en plus ton travail, le travail que tu fais, tu te dis mais ça n'a pas de sens, en fait ce qu'on fait ça veut rien dire, et ben c'est compliqué, c'est très difficile psychologiquement. Bref, on dirait que toute la société pousse le même rocher et qu'il redévale la pente tous les lundis. Et dans ce genre de situation, t'as beau faire des efforts, t'as beau t'appliquer dans ton travail, être minutieux, prendre ton travail à cœur, tu fais de la merde. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, même quand je fais bien mon taf, ce que je fais, c'est de la merde. Et c'est à partir de ce moment-là que tu commences à plus être bien dans ton travail, ça se répercute aussi dans ta vie privée, et là, c'est le burn-out. Ce qui est bizarre, c'est qu'on est censé être à une époque où le travail fait moins mal qu'avant. On ne descend plus à la mine, on ne fait pas 14 heures de travail manuel dans des champs en plein été. Pour beaucoup, on a la clim, le café gratuit, parfois même le télétravail. Et pourtant, les gens sont mentalement brisés. Eh oui. On est face à un phénomène étrange où les conditions matérielles s'améliorent, mais la souffrance subjective augmente. Cette perte de sens, elle ne vient pas d'une génération fragile, ni d'un caprice collectif soudain. Non, si on veut comprendre la raison de cette rupture brutale dans le monde du travail, il faut accepter une idée un peu désagréable. Nous sommes tous complices de notre propre malheur. Aujourd'hui, on va essayer de remonter à l'origine de ce profond mal-être et de comprendre pourquoi le travail est une telle source de misère. Vous avez déjà vu cette séquence de film de Charlie Chaplin? Quel génie! Les gars, regardez Charlie Chaplin, regardez des films de Charlie Chaplin, s'il vous plaît. Et d'angoisse pour autant de gens. Qu'est-ce qui a changé dans la psychologie moderne pour que la pression émotionnelle ait augmenté à un tel point que nous soyons devenus amoureux de notre propre souffrance? Et au fond, est-ce que le travail ne serait pas en train de, doucement, nous consumer? C'est exactement le sentiment que je ressentais. C'est dur, hein, c'est dur de travailler dans des conditions comme ça. Honnêtement, je préfère faire un taf, peut-être que je vais vous dire une connerie, je préfère faire, je sais pas, éboueur. T'es dehors, tu bouges, tu ramasses les poubelles, je sais pas, mais tu bouges, t'es actif. Mais quand t'es dans un bureau toute la journée devant un ordi et que tu traites des dossiers, au final, tu les traites pas vraiment, t'arranges pas les cas pour qu'au final, les gens te rappellent par derrière et puis t'engueulent et puis toute la journée, c'est comme ça. Je vous jure, les gars, c'est fou. Et je sais qu'il y a beaucoup de métiers où ça devient comme ça. Ça devient très pénible. En fait, on n'est même pas dans la qualité de travail, on est dans le chiffre, en termes de chiffre d'affaires. Est-ce que tu as fait tes 60 dossiers par jour? Voilà, on s'en fout que tu aies fait de la merde, mais est-ce que tu as fait tes 60 dossiers? Ça, c'est important. Bienvenue dans le monde moderne. Démarrage du laptop, check. Feuille assertif, check. Boule au ventre, check. Ennui existentiel, mortifère, check. Le petit extrait que je viens de vous passer en transition, là, ça vient d'un créateur qui s'appelle Galancir. C'est un mec qui a percé hyper rapidement sur les réseaux, notamment sur Instagram, en cumulant des dizaines de millions de vues en seulement quelques mois. Je sais pas si vous connaissez, mais moi je connais pas. La marque de fabrique, c'est la satire.
Il réalise des sketchs parodiques qui mettent en scène l'absurdité des comportements dans ce qu'il appelle ironiquement la Bullshit Nation. Nous vivons selon la loi sacrée que les pères de la Bullshit Nation nous ont léguée. Leverager un maximum de KE et jouir sans entrave. Mais quel est le sens de tout cela? Galancir se moque allègrement des consultants, des étudiants en école de commerce et finalement du monde du travail en général. Écoutez, ça part en brainstorm. Assad? Premier degré, les gars. Je peux pas le faire tout de suite, parce que ça fait pas longtemps que j'ai arrêté de taffer et je peux pas le faire en fait, parce que j'ai dû signer des trucs. Mais en vrai, dans un futur que j'espère proche, j'aimerais pouvoir faire des vidéos un peu dans ce style, plutôt sur les réseaux, peut-être pas sur YouTube, mais plus sur les réseaux Instagram comme ça ou TikTok, où je me fous de la gueule en fait des gens qu'il y a au travail, les employés, les patrons, les référents, les choses comme ça, les 15 000 séances qu'on doit faire par semaine et qui servent à rien. Non mais franchement les gars, il y a tellement de choses à dire dans le milieu du travail, il y a tellement de choses à dire. Et je vous forward le draft, avec votre team en CC. C'est obscur. Et Bauer, ça a une mauvaise image alors que c'est un travail d'extérieur. Tu marches, certes c'est physique, mais tu commences tôt, du coup forcément tu finis au début d'après-midi. Et en plus, t'as plutôt un bon salaire et la majorité du temps. Et Bauer, j'ai dit ça comme ça, tu vois. Il y a d'autres métiers un peu externes comme, je sais pas, facteur. J'avais fait facteur à une époque. Mais éboueur, les gars, premier degré, quand je vois des éboueurs comme ça passer devant chez moi, qui ramassent ses poubelles, pour moi c'est un métier qui est noble. Parce que grâce à ces gens-là, c'est propre. Tu retrouves ta rue propre. Et puis les mecs, ils sont dehors, ils font un métier, voilà, peu importe. Il pleut, il neige, ils sont dehors, ils n'ont pas le choix. Et je pense que je préfère 1000 fois faire ce genre de métier parce que physiquement tu bouges et qu'on est d'accord, hein, bouger c'est la santé, vous faites comme vous voulez. Moi quand j'ai commencé à être assis toute la journée devant un bureau et devant un écran, physiquement je me dégradais. Alors vous allez me dire que c'est l'âge, il y a aussi un peu de ça. Mais en vrai toute la journée t'es assis, t'es devant un écran, t'as mal à la tête, t'as mal au dos, tu te sens pas bien, tu prends du poids, machin. Alors que quand tu fais un métier où tu bouges, et ben en fait peut-être qu'en fin de journée t'es claqué, mais c'est de la bonne fatigue. T'as pas mal à la tête, t'es bien, t'es super bien, tu te sens en forme et après tu dors bien. Parce que oui, être devant un écran toute la journée, te faire engueuler toute la journée, d'avoir un casque toute la journée, je te promets que tu dors mal. Donc tu vis mal et tu dors mal. Le jargon managérial qu'on vient d'entendre, le tout saupoudré d'anglicisme à outrance, tous ceux d'entre vous qui ont été employés de bureau y ont forcément déjà été confrontés. Et c'est bien ça qui fait le succès de ces petites vidéos, c'est qu'on s'y reconnaît. En fait, derrière tous ces filtres, on peut apercevoir une sacrée critique sociale. Au-delà de la caricature, il y a un vrai problème qui est mis en avant dans ce type de contenu. Un problème qui résonne avec énormément de gens. Ok. Chez Galancir, chaque personnage qu'il crée représente une facette du travailleur moderne. Il y a Clément, l'alternant servile, qui est complètement exploité par son entreprise. J'ai fait un métier physique aujourd'hui, je fais un métier bureau, je suis d'accord avec toi, physiquement je suis KO à cause du manque d'activité. Mais c'est tellement ça. Et moi j'étais choqué parce que je me suis dit, je fais un métier bureau, du coup je vais rentrer chez moi le soir et je vais être en forme. Parce que j'aurais été assis toute la journée, tranquille, devant, tu vois, tu fais de la paperasse, des machins, tu rends des dossiers, enfin bref. Et non, en fait ça m'épuisait physiquement et mentalement. Et c'est fou. Il reste tard, il dit oui à tout et il croit que son dévouement va lui permettre de se faire une place. Évidemment, il se retrouve à réaliser toutes les tâches hyper chiantes que personne ne veut faire. Là où je suis confiant, c'est que je suis un peu le couteau suisse ici. Et bien sûr, il finit par faire un burn-out. On a également le personnage du manager qui, lui, c'est tellement ça. a complètement embrassé la dynamique de son entreprise. Le genre de mec qui programme des réunions à 18h30, qui se réjouit de la perspective d'un after-work et qui prend le lead dans les calls clients. Il incarne la culture de la performance et du profit. Cravache, ça finit par payer. Et puis on a Gaspard, le personnage Bon, les réunions à partir de 17h, alors que tu dois rentrer à 17h, t'as envie de te tirer une balle. Et si tu viens pas, alors là, t'es dans le viseur, après, il te lâche plus. principal de Galancir, si on peut dire. En tout cas, c'est celui auquel on va s'identifier le plus. Lui, il traverse différentes étapes. Il commence par essayer de comprendre les règles du milieu dans lequel il est plongé. Puis il adopte les codes de son métier dans l'espoir quasi obsessionnel de passer au grade supérieur. Le fameux Tous ces personnages, je les ai vus. En vrai. statut de senior qui permet de gratter une misérable augmentation de salaire et d'entretenir l'illusion d'une réussite sociale apparente. Ouais. À tout à l'heure à l'afterwork. Bien sûr, pour atteindre son objectif de seniorité, il doit se conformer aux règles implicites de la culture d'entreprise. C'est-à-dire ne pas partir avant 18h sous peine d'être accusé d'avoir posé son après-midi, rester disponible même pendant ses jours de congé, et évidemment accepter n'importe quelle mission, même dans des délais impossibles. Donc là, vous vous en doutez, le résultat pour notre pauvre Gaspard, c'est un aller simple direction médecin, sans passer par la case départ, avec un supplément burn-out carabiné. Je comprends pas ce que je fais. Ce que je veux vous montrer à travers le cas de ce créateur de contenu, c'est que la perte de sens au travail, c'est plus seulement un thème de sociologue ou de philosophe. C'est carrément en train de devenir un sujet de mème. Ça veut dire que c'est entré dans la culture populaire. Donc c'est normalisé, c'est un élément de l'imaginaire collectif partagé.
En gros, on a intégré les problèmes de santé mentale au travail à un tel point qu'on se permet de les tourner en dérision. Et ça, c'est jamais bon signe. Parce que quand une souffrance devient une blague, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment la traiter. Mais peut-être que vous vous dites que ça ne s'applique qu'à un certain type de métier. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Quand j'ai commencé à être en burn-out, à cause du travail, je me suis dit, en fait, je suis le seul. Peut-être que je suis pas assez bon, peut-être que je suis pas assez fort psychologiquement, peut-être que le problème, c'est moi. Et c'est là qu'en fait, j'ai appris plus tard, parce que mes collègues, ils se sont dit, mais Carmine, il est où? Tu vois, d'un coup, Carmine, il est là, puis il est plus là. Et au bout de quelques semaines, j'ai des collègues qui sont venus m'écrire en privé, et apparemment, j'étais pas le seul à être dans cet état-là. Il y en a plein qui sont partis. Et puis, c'est vrai, quand on se voit au boulot, bah, on va pas se dire, ouais, je pense que je vais faire un burn-out, parce que t'oses pas le dire. Tu dis, ouais, non, mais ça fait un peu genre, le mec, c'est un fragile, tu vois, c'est une pauvre merde et tout. Et en fait, il y en a plein qui sont dans cet état psychologique, et ça se voit pas, parce que t'arrives au taf, tu fais semblant que tout va bien, tu vas boire le café, tu dis bonjour à tout le monde, puis en fait, au fond de toi, t'as plus d'âme, en fait. C'est-à-dire que la cible de ces sketchs parodiques, ce sont clairement les fameux bullshit jobs. Vous savez, les conseillers marketing, les consultants en stratégie et autres contrôleurs de gestion. Salut, je m'appelle David Tapoche, je suis keynote speaker, coach analyst and mindset inspirator. Bref, des emplois tellement inutiles, superflus, voire même néfastes pour la société, à un tel point que les salariés eux-mêmes ne parviennent souvent pas à justifier l'existence de leur taf. Je veux dire, ce sont des gars qui ne peuvent même pas expliquer clairement en quoi consiste l'activité à laquelle ils consacrent la majeure partie de leur existence. C'est vrai. Et vous sentez pas attaqué ou obligé de vous justifier. Vous inquiétez pas, je connais la sensation. J'en ai fait partie moi aussi de la Bullshit Nation il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai eu moi aussi cette boule au ventre du dimanche soir, ces réponses évasives et laconiques quand on nous demande ce qu'on fait dans la vie, et ce regard vide quand on aperçoit son reflet à travers l'écran de son ordinateur et qu'on se demande « Mais qu'est-ce que je fous là ?» C'est ce que je vous disais. Quand j'ai enlevé mon casque, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Mais en réalité tout ça, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Les sketchs de notre ami Galancir là, même si évidemment les ressorts comiques se basent sur les codes des bullshit jobs, ils ne les concernent pas uniquement. En fait, ils parlent à tout le monde, quel que soit le type de métier exercé. La perte de sens n'est pas le privilège des open space climatisés. C'est devenu la forme générale du travail moderne. Et pour s'en convaincre, on va partir à l'extrême opposé. Bien loin des tours grisâtres de la défense et de tous ces jeunes cadres dynamiques, on va se rendre dans une ferme. Ok. Dans son livre « Une vie à coucher dehors », Sylvain Tesson nous offre une nouvelle, la deuxième du recueil, qui s'appelle « Les porcs ». Ce texte est une lettre. Un éleveur de cochons du sud de l'Angleterre l'envoie à sa préfecture pour expliquer sa situation. Il y raconte avec un désespoir assez poignant comment son travail a changé au fil des années. Il est fermier depuis des générations, son père lui a appris à aimer ses bêtes, comme son père avant lui. Il aime son métier, sa terre et sa vie, simple. Sauf que depuis quelques années, tout est en train de changer. Il explique avec un certain fatalisme qu'il a été contraint de passer de l'élevage en plein air à la production intensive de viande industrielle en batterie. D'après lui, la révolution s'est faite rapidement, sous l'impulsion d'investisseurs venus des grandes villes avec des préoccupations inconnues jusqu'alors, comme le rendement, la productivité ou la technique. Notre fermier a bien essayé de résister, mais par la force des choses, il a fini par faire comme les autres. Parce qu'il n'a malheureusement pas le choix. Parce que si tu vas pas dans le sens du monde, voilà, parce qu'il y a tout qui va vite maintenant. Mais si toi t'es indépendant, t'as ta petite ferme, t'as tes, je sais pas, ou t'as ta petite entreprise, t'es obligé de t'adapter pour suivre le mouvement. Sinon, t'es largué et t'as pas le choix. Il décrit alors l'horreur qui s'est installée dans son activité. Petit à petit, il fait construire des hangars sur ses champs. Les cochons sont entassés dans des cages, privés de lumière, incapables de bouger. Il les shoot aux antidépresseurs et porte un casque anti-bruit pour ne pas entendre leurs hurlements de souffrance. Putain. Maintenant, il déteste ces bêtes. Il n'ose même pas les regarder dans les yeux. Dans sa lettre, il explique comment, pendant des années, il s'est construit une forteresse mentale pour se détacher de l'atrocité qu'était devenue son travail. Bon c'est décidé, je mange plus de cochon. C'est devenu haram pour moi, c'est haram. Pouvoir continuer à vivre. Mais un jour, un professeur du collège lui dit que son fils n'a rien rempli sur la ligne profession du père. Pourtant, il connaît le métier de son papa. Il a juste trop honte pour l'écrire. Pour ce fermier, c'est le coup de grâce. Tout lui revient en pleine face. Il vend sa ferme, et cette lettre, c'est sa toute dernière. Ce texte, en plus d'être très fort, il est extrêmement riche. Je sais pas vous les gars, mais je kiffe la vidéo. Je mets un like. Cato Minor, je connaissais pas du tout. C'est bien expliqué, j'aime bien les musiques. En plus, ça parle d'un sujet très sérieux. Moi, je trouve ça intéressant. En plus, ça nous concerne tous en soi. Même pour les gens qui sont au social ou au chômage, je vous le dis. Riche en divers enseignements.
On pourrait parler de la condition animale, de la marche implacable du progrès, ou même de la déconnexion du consommateur moderne avec la provenance de ses produits. D'ailleurs, Sylvain Tesson ne se gêne pas pour le faire. Mais nous, ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est l'évolution du rapport au travail. Parce que finalement, ce qui se passe là, c'est pas si éloigné de ce qui se passe dans un bureau. Dans un bullshit job, on fait semblant d'être utile en multipliant les réunions. Dans une ferme industrielle, on fait semblant d'être agriculteur en multipliant les procédures. Dans les deux cas, le travail réel est remplacé par la gestion du travail. Et c'est pareil partout. On ne s'occupe plus des cochons, on s'occupe des sacs de granulés synthétiques à leur donner pour qu'ils engraissent rapidement. On ne s'occupe plus des élèves, on s'occupe des notes qu'ils obtiendront pour respecter les consignes de l'académie. On ne s'occupe plus des patients, on s'occupe du taux de remplissage de l'hôpital indiqué sur un logiciel. Bref, vous avez compris, le réel est décalé d'un cran. Et comme on est tous coincés dans la chaîne, on finit par trouver ça normal. Tout n'est que processus et logique productive. C'est pour ça que je disais que la perte de sens au travail est un problème généralisé. L'histoire de cet éleveur, c'est la démonstration romancée que même un métier à la base noble, concret, utile, le genre d'activité que des générations d'hommes ont pratiqué pendant des siècles et qui permet, encore aujourd'hui, de nourrir la population, peut devenir aussi vidé de sa substance qu'un boulot de consultant sur une mission bullshit. Voilà où on en est, on a réussi l'exploit de faire perdre le sens, même au métier qui, en théorie, n'aurait jamais dû le perdre. Si on en est arrivé là, c'est clairement que le problème n'est pas le type de travail. En fait, c'est le système dans son ensemble qui est en train de prendre la forme d'une gigantesque entreprise. Une corporation tentaculaire plongée dans une logique d'optimisation permanente qui ne sait plus faire la différence entre une bête et un chiffre. Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'écouter un discours du président ou du gouvernement ? Ouais, ok, c'est pas un cadeau, mais si vous faites un peu attention, vous verrez qu'ils s'expriment exactement comme des managers. Le pire, les gars, c'est je rigole parce que je me suis déjà fait cette réflexion. Je regarde un peu les hommes politiques et je me dis, mais mon manager, il s'exprime pareil. Il te fait des promesses, ça ira mieux, on va travailler, on va charbonner, on va faire des heures supplémentaires, les salaires n'augmenteront pas, mais avec le temps, ce sera bénéfique. Donc continuez, faites des heures supplémentaires, travaillez même le samedi, venez le dimanche, loupez vos repas de famille, laissez vos enfants à la petite nounou et venez travailler au lieu de sortir le week-end. Puis comme ça, vous verrez, ça va être bénéfique pour l'entreprise, pour vous, pour les clients, et au final, rien, de la merde. Tu perds ton temps, tu perds ta vie, t'as pas d'argent, tu payes tes factures, tu payes tes impôts, t'es dans la merde, et puis ton gamin, il est là, papa, tu travailles tout le temps, papa, t'es jamais là, mais parce que papa, il a une vie de merde, tu comprends ? Et si tu travailles pas, si t'étudies pas, tu finiras comme papa, t'auras une vie de merde, et ça se répète. On appelle ça la classe moyenne. C'est bon, j'ai fait mon coup de gueule, y en a marre. Langage de Galancir dont je parlais au début, on les retrouve sans aucun second degré dans les discours politiques. Notre première priorité est donc d'abord de reconstruire une économie forte, écologique. C'est vrai qu'il parle comme un manager. Regardez, les mouvements, la carrure, la tenue, le doigt comme ça. En fait, ça c'est ton trou de balle, tu vois. Et il va dire, il sera gros comme ça. Vous allez voter pour moi et votre trou de balle sera gros comme ça. Écologique, souveraine et solidaire. Et on est une startup nation. On se doit de leverager nos assets langagiers. Les discours de gestionnaires sont en train d'envahir le débat public. Tout le monde parle de flux, de filières, de rendement, de process, et on donne de plus en plus la parole à des experts ou des techniciens. En fait, la politique moderne est en train de se transformer d'un gouvernement des peuples à une administration des choses. Ça, c'est quelque chose que Kafka avait vu venir bien avant tout le monde. Dans son livre Le Château, le personnage principal est confronté à une administration labyrinthique. La bureaucratisation de la vie est tellement poussée à l'extrême que le protagoniste ne peut même pas faire son travail correctement. Il est écrasé sous des normes et des règles toutes plus absurdes les unes que les autres. Évidemment, pour écrire ce roman, Kafka se base sur sa propre expérience. Lui, il travaille dans une compagnie d'assurance et il déteste son taf. Dans ses carnets personnels, il se plaint constamment de la misère intellectuelle des tâches bureaucratiques qu'il doit accomplir chaque jour. C'est d'autant plus frustrant pour lui que son métier entre en concurrence directe avec sa véritable vocation, la littérature. Il est donc obligé d'écrire la nuit en sacrifiant son sommeil. Il l'explique en détail dans son journal personnel et au milieu de tout ça... C'est ce que je faisais avec mes vidéos, les gars. Je bossais la journée et puis la nuit, je bossais mes vidéos. Et en plus de ça, si t'es papa à côté, si t'as une vie de famille et tout, je peux vous dire que c'est pas facile. J'ai trouvé une phrase hyper intéressante. Ce petit passage, il dit énormément de choses en très peu de mots. Il représente le grand mensonge collectif du travail moderne. Et il va nous permettre, maintenant, de nous y plonger. Ok.
Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que vous entretenez une relation un peu particulière avec votre travail. Je pense que vous avez compris le chat. Hein. Alors, j'ai pas une superbe expérience au travail. Ou alors, c'est parce que vous aimez la façon dont je traite mes sujets et que vous regardez toutes mes vidéos, auquel cas je ne peux que vous remercier. Et à partir de maintenant, je cliquerai sur ça aussi, pour cette raison-là. Féliciter pour votre bon goût, mais le plus probable, c'est que cette perte de sens, dont je parle depuis le début, vous la ressentez. Pas forcément tous les jours, peut-être même assez rarement, vous vous y êtes habitué ou alors vous avez construit tout un système de protection mentale pour éviter d'y penser trop souvent. Peut-être même que vous avez réussi à vous convaincre qu'au fond, cette souffrance, vous en étiez le seul responsable. C'est exactement ce paradoxe que Kafka met en lumière avec cette petite phrase griffonnée dans un carnet il y a plus de 100 ans. Il est au bord de l'effondrement nerveux, il sacrifie sa santé, son sommeil et sa passion à cause de son taf, et pourtant, il considère que son travail est innocent. Le bureau, comme il l'appelle, devient une sorte d'entité morale légitime. De ce fait, il n'est pas responsable des conséquences qui découlent de ses exigences. En gros, Kafka considère qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il est coupable de sa propre souffrance. Alors dans un sens, c'est pas totalement faux, me direz-vous. Après tout, c'est lui qui décide de faire des nuits blanches qui lui ruinent sa santé. Donc on peut considérer que ce n'est pas son taf qu'il consume, mais sa passion. Sauf que cette passion, c'est justement ce qui a fait de lui Kafka. Sans elle, il aurait peut-être mieux dormi la nuit, mais au regard de l'histoire, il ne serait qu'un employé de bureau docile parmi d'autres. En fait, raisonner comme ça, c'est embrasser le système et sa logique dans son ensemble. C'est d'ailleurs là la pierre angulaire de l'édifice du travail moderne, transformer n'importe quel sacrifice intime en pièce à conviction contre celui qui y consent. Si on passe des heures sur l'écriture d'un roman, d'une thèse ou d'un morceau de musique, bref, d'une passion, eh bien, il faut s'organiser en conséquence et déjà s'estimer heureux que notre travail nous permette d'avoir de quoi survivre et un peu de temps libre. On retrouve exactement... C'était horrible. Quand j'étais dans cette situation, les gars, j'ai ouvert ma seconde chaîne YouTube il y a 1 année déjà. Donc là, je travaillais depuis déjà 1 an. En fait, au début, j'arrivais à gérer ce rythme, qui était un rythme juste de grand malade. C'est-à-dire que je rentrais au travail, je m'occupais de ma gosse, je la mettais au lit. Le soir, tac, j'allumais mon PC, je bossais, je faisais du montage, de l'écriture, je faisais des lives de temps en temps. Et au bout de, je pense, 6 mois, comme ça, 7 mois, 8 mois, c'est là que j'ai craqué puis j'ai fait un burn-out. Parce que c'était trop. En fait, t'as pas de temps, t'es tout le temps en train. Et puis tu te dis, mais si j'oublie ma passion à cause du travail, en fait, tu vis comme un fantôme. T'as plus de plaisir. Tu vis en fait pour travailler, payer tes factures et c'est tout. Exactement cette gymnastique mentale dans la nouvelle de Tesson dont je vous parlais tout à l'heure. L'éleveur fait tout pour cloisonner sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Il essaye constamment de se convaincre que son confort, son temps libre, la sécurité de sa famille, toutes ses possessions matérielles, il les doit à son travail et il n'a donc aucune raison valable de s'en plaindre, quelle que soit la souffrance qu'il ressent à cause de lui. En fait, il se construit une espèce de carapace mentale pour éviter d'avoir à regarder sa situation en face. Il y a un passage très parlant dans cette nouvelle, c'est quand un des collègues du protagoniste prend conscience de l'horreur de sa condition. Il consulte des médecins, il se bourre d'antidépresseurs, il essaye de déléguer certaines tâches, mais rien n'y fait, sa carapace protectrice est en train de s'effriter. Alors un jour, il décide de prendre la parole dans une réunion entre tous les éleveurs de la région. Il dit qu'il ne peut plus supporter la souffrance qu'il inflige à ses bêtes, et donc, indirectement, à lui-même. On lui répond que les gens en ville ont besoin de manger de la viande, que la société fonctionne comme ça maintenant, et que son attitude est tout simplement irresponsable. On lui dit d'arrêter d'être faible, de se ressaisir, et pour ça, on lui conseille de ne raisonner qu'en termes abstraits, de profit, de production et de filière. Le comble, c'est que ce sont ses collègues qui lui conseillent de faire ça, c'est-à-dire des personnes qui sont exactement dans la même situation que lui. Et c'est ça le plus dur. Et de façon étrange, ils tiennent un discours et emploient les éléments de langage que le système lui-même leur a fournis. Finalement, c'est ça la dynamique la plus perverse du travail moderne. Par un phénomène assez malsain et insidieux, on en vient à défendre, avec parfois beaucoup de véhémence, notre propre servitude. Tout le monde sait que le jeu est truqué, mais tout le monde y joue quand même. Parce qu'il faut bien payer le loyer, parce que tout le monde fait pareil, parce qu'on n'a pas les moyens de partir, que sais-je. Chacun se construit sa propre dissonance cognitive volontaire pour justifier sa condition. Dans cette logique, il y a une toute nouvelle pratique. Ce mec, je l'aime. Il a une façon de raconter son histoire. L'écriture de la vidéo, elle est vraiment bien faite. Puis les musiques choisies, les images qu'il met dans ses vidéos, magnifique. Ce youtubeur est extraordinaire. Qui est en train d'émerger depuis quelques années, la démission silencieuse. C'est un phénomène très récent qui touche les travailleurs qui perdent complètement contact avec le sens et l'utilité de leur emploi.
Ils deviennent alors des sortes de zombies professionnels La vie de ma mère, je vais vous raconter ça après. qui ne réalisent que le strict minimum et s'impliquent le moins possible dans la vie ou les projets de leur entreprise. En fait, au lieu de se construire tout un système de justification pour s'auto-persuader du bien fondé de leur situation, ils décident de pratiquer une forme de désengagement mental absolu. Le but est de se déconnecter complètement de son travail dans l'espoir de trouver son bonheur en dehors du cadre professionnel. Finalement, c'est ce que Kafka aurait pu faire au lieu de faire du zen. Dites-vous les gars, au travail, les gens m'appréciaient plutôt beaucoup parce que, si vous voulez, généralement, je suis quelqu'un d'assez sociable. C'est-à-dire que je vais vers les gens, je dis bonjour, je parle, je fais rire aussi les gens parce que je fais un peu le con, enfin voilà. Même si en vidéo, j'ai l'air tout le temps blasé, mais je suis assez solaire. Voilà, c'est-à-dire que je vais au travail, j'apporte de la joie, de la bonne humeur, je discute avec les collègues, je leur offre des cafés, enfin je suis très comme ça. Et je suis arrivé à un stade où je ne pouvais tellement plus de mon métier que je me suis effacé. J'arrivais au travail, c'est limite si je frôlais les murs pour pas qu'on me voie, j'arrivais à mon bureau, je parlais à plus personne, je mettais mon casque, je faisais mon taf, j'avais plus d'expression, j'étais un zombie et dès que c'était l'heure, je partais. Et même en pause, je voyais même plus mes collègues. Après, le travail nous a aussi rendu comme ça parce qu'il y avait une sorte de séparation entre collègues. Enfin, si vous voulez, au départ, on était beaucoup ensemble au début, puis après, ils nous ont tous un petit peu séparés avec des bureaux on n'avait plus notre place attitrée, puis on avait toujours un bureau différent, avec des collègues différents, enfin bref, c'est devenu n'importe quoi. Mais j'étais arrivé à un stade où les gars, j'arrivais au travail, je ne parlais à personne et je rentrais chez moi. C'est grave. Et tout le monde, enfin pas tout le monde, mais j'ai eu des retours de collègues. Donc ils sont venus vers moi, ils m'ont dit ouais Carmine, t'es pas comme d'habitude. Habituellement t'es toujours souriant, enfin t'es poli, t'as l'air jovial. Et là, on dirait que t'es pas bien quoi. Et oui, et j'étais devenu un zombie. D'assurance et de se fatiguer à être un employé modèle. Personnellement, c'est exactement ce que je faisais lors de mon précédent taf. À 17h00, j'avais mon sac sur l'épaule et dès que je passais les portes de mon bureau, toute préoccupation professionnelle s'envolait complètement. J'étais un fier représentant de cette nouvelle mode de la démission silencieuse. Et quand je dis fier représentant, c'est pas au hasard. Parce que le plus souvent, on adopte une sorte d'attitude hautaine vis-à-vis de cette pratique. On n'hésite pas à revendiquer notre choix de n'accorder aucune importance à notre vie professionnelle. Après tout, elle n'a pas de sens, alors ça ne sert à rien de gâcher sa santé mentale en la prenant trop au sérieux. Finalement, on se pavane dans une posture de détachement et on n'hésite pas à se moquer de tous ces gens qui prennent leur carrière au sérieux ou qui s'engagent émotionnellement dans leur travail. On a l'impression de sortir du lot, de faire le meilleur choix, d'être plus malin que les autres, plus malin que le système même. Après tout, on est payé sans investir vraiment notre temps, nos efforts ni notre charge mentale, alors aussi fou que ça puisse paraître, on se voit presque comme les gagnants de l'histoire. On prend notre situation à la légère et on rigole de son absurdité pour éviter de subir les conséquences mentales d'un excès d'engagement. Mieux vaut en rire que d'en pleurer. Non ? Pas facile, hein. Dans un certain sens, c'est vrai. Face à une situation absurde qui nous paraît insoluble, la tourner en dérision, c'est un moyen temporaire d'y échapper. Mais temporaire, justement. La démission silencieuse, on en est fier. Elle donne l'illusion d'un contrôle élégant sur sa vie. On sort du cadre sans faire de vagues, on maintient les apparences au bureau et on a du temps à consacrer à nos loisirs. Mais la vérité, c'est qu'au fond, on se sent toujours aussi vide. Parce que quand on passe 35 heures par semaine à faire le minimum, voire à faire semblant de travailler, sans rien prendre... 35 heures, bande de chochottes. En Suisse, c'est 42 heures, voire 45. Sans compter les heures sup et les samedis en supplément. Parce que ton patron te le demande, bien évidemment. Au sérieux, ça pompe complètement notre force vitale. On n'a plus la force de s'adonner à quoi que ce soit de productif ou de beau après ça. On a juste envie de se reposer. Se reposer d'avoir joué un rôle toute la journée. Et puis il y a le temps de transport aux heures de pointe, les routines de préparation le matin et le cycle interminable des semaines où on n'attend qu'une seule chose, le week-end. Mais même sans parler de tout ça, le manque de sens au travail nous force à chercher une récompense après avoir enduré ces fameuses journées vides. Du coup, on a tendance à chercher cette gratification dans des activités faciles de divertissement plutôt que dans de vraies passions. En fait, notre fameux temps de loisir, qu'on pourchasse tant, est lui-même gâché par le temps de travail, même s'il lui est extérieur. On n'a plus la force ni l'envie de profiter pleinement de notre temps libre, notamment parce qu'il y a cette menace constante du temps imparti. On connaît tous ce blues du dimanche soir, la perspective morose de devoir retourner bosser le lendemain. En fait, comme on s'habitue au quotidien à considérer le travail comme un fardeau obligatoire et... Dites-vous que pour moi, le dimanche soir, c'était devenu une phobie. J'étais devenu dimanchophobie. Inévitable, ça nous poursuit partout. C'est comme un ennemi menaçant qui nous attend au tournant. On sait qu'on va devoir l'affronter tôt ou tard.
Et c'est Dimanchophobe, c'est le mot que je cherchais. un éternel recommencement. Dès qu'on remet les pieds au boulot, on n'attend qu'une seule chose, c'est le prochain week-end. C'est vendredi à 17h, eh oui. De poser ses prochaines vacances. Et quand La fameuse phrase, comment tu vas aujourd'hui? Comme un lundi. Putain de merde, mais t'as envie de te pendre. Et comment tu vas aujourd'hui? Comme un vendredi, c'est bientôt le week-end, mets ta gueule, ferme-la. on se rend compte qu'une de nos plus grandes réjouissances, c'est que cette année, le 1er mai et le 8 mai tombent un lundi, donc ça va nous faire gratter 2 week-ends de 3 jours. Là, on a touché le fond. Quand t'as un jour férié qui tombait le week-end, comment on était dégoûtés. C'était incroyable. On est complètement pris au piège. En fait, le jour où ça m'a le plus frappé, c'est quand je me suis rendu compte que tout ça, c'est exactement le prolongement de tout ce que j'ai fait pendant ma scolarité. En faire le moins possible, juste assez pour que ça passe au contrôle ou à l'entretien annuel avec le patron. Le spleen du dimanche soir, l'attente des vacances, les loisirs récompenses, la fierté de passer au grade supérieur sans réviser, tout y est. Et c'est là que j'ai compris que ma démission silencieuse et ma posture ironique vis-à-vis de tout ça, c'était simplement une stratégie d'évitement. Rien de plus. De l'évitement. En fait, l'ironie fonctionne comme un anxiolytique à libération immédiate. Elle désamorce une situation dans l'instant et transforme le non-sens en une sorte de clin d'œil complice. Genre, oui, tout ça, c'est ridicule, mais je suis bien au-dessus. Sauf qu'on ne se place pas au-dessus d'un système en le tournant en dérision. On s'y installe, justement. On s'en échappe pour aujourd'hui, mais on re-signe pour demain. En se noyant dans l'ironie, on se condamne en fait à ne plus rien prendre au sérieux. À force de se moquer de ceux qui y croient encore, on finit par se méfier de toute forme d'engagement. C'est confortable, parce que rien ne nous atteint, mais c'est très coûteux, parce que plus rien ne nous touche vraiment. Ce n'est rien d'autre qu'une nouvelle forme d'acceptation de notre situation, sauf qu'en plus, on se condamne à ne pas changer les choses. Même pire, on se moque de ceux qui tentent de le faire. On les regarde avec ce petit air supérieur dédaigneux de celui qui a compris que toute tentative est vouée à l'échec et qui préfère donc fermer les yeux et subir. Les petits nouveaux, quand ils arrivent à l'entreprise, ils sont tout frais, ils sont tout contents d'être là, d'avoir leur petit bureau, leur petit ordinateur. Ils sont là en mode, ils te parlent avec de l'espérance, de l'espoir, en mode oui, grâce à nous, on va tout donner, on va remonter les chiffres, on va remonter la pente. Puis nous, les anciens, on est là, mec. Au départ, on était exactement comme toi, motivés, déterminés. On avait la niaque, l'envie. Puis au bout de quelques mois, quelques années, tu te dis ça sert à rien. Et du coup, t'es dépité. Et en fait, c'est un cercle qui se répète comme ça, c'est un cercle vicieux. Ils réengagent des nouveaux. Des nouveaux qui ont la motivation, plus ils avancent et plus ils vont comprendre que en fait non. Puis en fait tu vois dans leurs petits yeux d'innocents que l'espoir en fait s'efface de jour en jour. C'est tellement dramatique ce que je vous dis là. Alors, il n'y a pas de mal à rire de son propre malheur. Ça peut être un sacré soulagement pour un temps. Moi aussi, les sketchs sur la Bullshit Nation, ils me font bien marrer. Mais le plus important, c'est de ne pas se complaire là-dedans. On en rigole un bon coup, mais quand on ferme l'écran, il faut savoir affronter sa situation sans détour. Les blagues sur le mal-être au travail doivent constituer un moyen de s'en rendre compte ou d'alléger la pression, mais pas une finalité. Sinon, l'ironie devient notre dernier rempart, et on risque de confondre ce rempart avec un horizon. Mais je vous fais confiance pour prendre conscience du malaise et savoir vous y confronter. Je dis ça parce que, il y a 1 an, j'ai déjà sorti une vidéo sur ce sujet. Franchement, c'était au début de ma chaîne, elle est loin d'être exceptionnelle, et pourtant, elle a plutôt bien fonctionné. Pour être honnête, ça m'a fait beaucoup réfléchir qu'un tel sujet, surtout vu la qualité d'exécution, fasse autant de vues et reçoive autant de commentaires. Dans cette vidéo, je parlais déjà de Kafka, mais je pense que j'en avais pas tiré la bonne analyse. Finalement, dans la morale finale de cette vidéo, j'encourageais presque à cette pratique de la démission silencieuse. En tout cas, j'encourageais à rire de l'absurde du travail moderne. Alors je pense toujours que le rire, c'est un des aspects les plus sous-estimés et les moins discutés de l'œuvre de Kafka. Dans le procès, par exemple, le protagoniste Joseph K. est plongé dans une situation pesante et complètement injuste. Le roman est très sombre, avec une ambiance oppressante et étrange tout au long de l'histoire. Pourtant, certains passages vont tellement loin dans l'absurde qu'ils en deviennent carrément hilarants. Apparemment, Kafka lui-même se tordait de rire quand il lisait ce livre avec ses amis. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, le personnage du procès suit exactement le parcours classique de l'homme moderne brisé par un système qui le dépasse. Dans un premier temps, il a la réaction instinctive de la révolte, puis au fur et à mesure, il sombre dans l'ironie, dans le dédain de la justice injuste, de son travail vide et de tous ces gens qui ne font aucun sens. Petit à petit, il cesse d'y croire, et surtout, il arrête de se battre. C'est également ce que fait Kafka dans sa propre vie. Il travaille dans une compagnie d'assurance qui l'épuise, il vit seul, dédaigné par ses parents et sa famille, il n'a jamais connu le succès de son vivant, alors il rit,
pour oublier. C'est ce que Camus appelle un suicide philosophique. Un youtubeur. Non, c'est pas ça, ok. Une manière d'esquiver l'absurde en le déclarant indépassable. On ne se bat pas contre ce qu'on a choisi d'appeler destin. Joseph K., le héros du procès, s'enferme dans une posture cynique. Il finit par mourir comme un chien. Kafka riait de sa condition. Il meurt seul, dans l'oubli. Putain, cette vidéo, c'est une masterclass, les gars. Voilà, c'est franchement, des vidéos comme ça sur YouTube, ça fait du bien. Je m'abonne. Je m'abonne et j'active les notifications et j'ai mis le like. Franchement, c'est une masterclass, les gars. Vous avez aimé déjà cette vidéo? Parce qu'en vrai, je me suis dit, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je pense que ça peut être intéressant aussi de voir aussi des youtubeurs qui nous parlent de sujets beaucoup plus sérieux, avec un vrai travail derrière, si on peut dire ça comme ça. Faire un commentaire MDR. Bon, je vais faire très bonne vidéo. PS, je me suis bien reconnu. Haha. Et oui, le petit commentaire, c'est obligé.